ce matin, c'est-à-dire sur l'enlèvement des 4 journalistes français, il n'a pas dit un mot. Non, il ne s'est pas expliqué. D'ailleurs, sur mes conseils, il a déclaré n'avoir rien à dire. Et pourquoi ce conseil? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la teneur du dossier. On le connaîtra dans les semaines à venir. Au moment de la mise en examen, on ne connaît pas le dossier, donc on ne répond pas à quelque question que ce soit. Donc il reviendra en France. Il reviendra en France dans les mois qui viennent. Et pour préciser quand même immédiatement que depuis tout à l'heure, on parle comme s'il était... coupable et comme s'il était avéré. J'ai dit présumé. Oui, je sais, vous avez dit présumé, mais Didier François dit oui, c'est lui, je l'ai vu, c'est lui. Bah lui, il est témoin. On peut supposer il est même victime. Il est témoin, il est victime. Même partie civile. Et on peut lui donner toute foi à ses paroles. Mais je suis aussi, pardon d'user de poncif, mais dans mon devoir, rappelant la présomption d'innocence, je suis quand même avocat, et en disant que, au-delà du témoignage de monsieur Didier François, que je remets pas en cause, il y a un dossier de 7 ou 8 volumes que je vais découvrir dans les mois qui viennent, et qui est probablement beaucoup plus complexe, beaucoup plus obscur que la limpidité avec laquelle il est dit aujourd'hui que Mehdi Nemmouche était le geôlier de ces 4 journalistes. Moi, la vérité, je ne la connais pas, il ne me l'a pas confié, je n'ai pas vu le dossier. Voilà. En tout cas, Didier François, vous êtes certain que c'est lui? Oui, moi j'ai... c'est ce que vous direz devant la cour d'assises lorsque vous serez convoqué comme témoin. Voilà, je redirai ce que j'ai dit là, mais par ailleurs, Maître a raison, on ne va pas faire ici le procès et il aura droit à sa défense. C'est lui qui vous demande d'être son avocat ou c'est vous qui lui faites savoir que vous êtes prêt à le défendre? Ah non, moi vous savez, je ne vais jamais... C'est autorisé maintenant. Ah oui, mais c'est pas mon style. Je suis pas un racoleur, je vais pas écumer les prisons ou distribuer ma carte en cherchant le dossier médiatique. Si le dossier vient, alors j'accepte. En général, j'accepte. Et là, ça a été le cas. Mais en l'occurrence, aucun racolage de ma part, je peux vous le dire, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Non, c'est lui qui m'approche, après que ses avocats belges, à sa demande, lui aient soumis un certain nombre de profils d'avocats français, un certain nombre, une petite dizaine, en leur constituant des dossiers avec tout ce que l'on trouve sur chacun de mes confrères et moi-même sur Internet. Il a regardé ces 10 profils d'avocats, et il a estimé que j'étais peut-être celui qu'il lui fallait, pour des motifs qui lui appartiennent et qui peut-être ont à voir avec le fait, c'est ce qu'il m'a confié à mi-mot, que je semblais ne pas avoir forcément froid aux yeux, ni craindre tellement l'opprobre de l'opinion, en raison du soufre qui plane sur certains de mes clients passés. Ça n'est pas le premier. Maurice Papon, par exemple. Le terroriste Carlos. Autre exemple. Vous avez un goût particulier pour les causes difficiles? Oui, mais c'est parce que je suis pénaliste. Quand on est pénaliste, ce qu'on recherche, c'est de flirter, pardon de l'expression, mais en tout cas de travailler au sommet du code pénal. C'est pas pour se charger des voleurs de poules ou des voleurs de voitures. Pardon pour mes confrères pénalistes qui défendent des voleurs de voitures, mais ça n'est pas ma tasse de thé. Si c'était le cas, je préférerais faire des divorces. À partir du moment où j'ai fait le choix d'être essentiellement pénaliste, même si j'ai quelques autres dossiers dans d'autres domaines, à partir du moment où j'ai fait ce choix, c'est évidemment le sommet du code pénal qui m'intéresse. Donc le crime contre l'humanité, le meurtre, le terrorisme, ce qui peut paraître être pervers, mais qui est dans la logique de ma profession d'avocat. Est-ce qu'un médecin ou un chirurgien se complaît à soigner une grippe? Certainement pas. Plutôt une maladie difficile. C'est pareil pour les avocats. Votre objectif d'avocat, par exemple, dans ce dossier, si Mehdi Nemmouche est renvoyé, par exemple, devant une cour d'assises, c'est d'obtenir son acquittement pour la détention des 4 journalistes. Forcément. Si le dossier permet cette perspective, si le doute est possible, si plus que le doute, la démonstration de l'innocence est possible. Au moment où je vous parle, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, mais évidemment, ce sera mon but. Et dans le choix de mes clients, en tout cas l'acceptation des clients qui me sollicitent pour être leur défenseur, nulle idéologie de ma part. Je n'épouse aucune des causes des clients que j'ai pu défendre ou de ceux que je vais défendre comme Mehdi Nemmouche. Je défends l'homme, pas le crime dont il est accusé. Alors là encore, c'est un poncif, d'autres l'ont dit parmi mes confrères mieux que moi-même, mais je le répète parce que c'est toujours absolument nécessaire. Il y a une telle confusion dans l'esprit du public et de l'opinion qu'il faut toujours le préciser. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui ne comprennent pas? Parce que les gens ne comprennent pas, on l'a vu, quand Éric Dupond-Moretti a défendu récemment Abdelkader Merad, les gens n'ont pas compris que cet avocat joue sa peau pour son client. Mais c'est magnifique. Et Éric Dupond-Moretti a dit que c'était le dossier le plus difficile de sa carrière. Eh bien, c'est le plus beau dossier de sa carrière, peut-être. Même s'il n'a pas eu l'acquittement intégral comme dans d'autres, il s'est engagé, il a vu ce que c'était qu'une pression médiatique phénoménale contre l'opinion, il en a souffert probablement. Moi, j'aime assez ces ambiances, parce que je trouve que c'est dans ces ambiances que l'avocat est au sommet de son art. Tout seul, aux côtés d'un accusé, face au système répressif, face à l'opinion, que l'accusé
l'accusé soit coupable ou innocent, c'est absolument secondaire. C'est un principe fondamental de la démocratie qu'un homme se lève et soit aux côtés de l'accusé. Je précise simplement que Éric Dupond-Moretti est, à juste titre, car c'est un très grand professionnel, nous le savons tous, est plutôt adulé par l'opinion, adulé par les médias, présent sur tous les plateaux. C'est une vedette très positive. Et d'un seul coup, il se trouve confronté à la réalité de ce qu'est un procès qui sent le soufre et qui vous implique aux côtés du client. Vous acceptez cette idée que quelqu'un défende Medine-Mouche et utilise tout ce qui existe dans le code pénal éventuellement pour qu'il soit acquitté? Mais bien sûr, on est dans un état de droit. Donc je suis pour qu'on applique le droit. Il serait en Syrie en train de se battre, on appliquerait le droit de la guerre, et ça serait un ennemi qu'il faudrait absolument combattre et neutraliser. À partir du moment où il est arrêté en France, il a le droit, à la différence de ce que lui croit et du système qu'il a défendu, qui est le système de l'État islamique, qui est un système totalitaire, il a le droit à toute la défense. D'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est qu'il le savait, puisque une des discussions qu'on avait eues, c'est qu'il voulait prendre au départ, on avait dit, il disait un jour choisir son avocat. Non, il nous avait dit un jour on se retrouvera dans un tribunal, et il pensait prendre Dupond-Moretti d'ailleurs comme avocat. D'accord. Comme quoi, il connaît parfaitement le système judiciaire. Il y a passé suffisamment de temps. J'ai pas voulu connaître les noms, les autres noms qui lui ont été soumis et qu'il a écartés, j'allais dire, à mon profit pour enfin me désigner. J'ai pas voulu connaître les noms. Peut-être celui-ci. Est-ce que, à votre sens, c'est un client qui parlera? On sait qu'Abdeslam, par exemple, sur les attentats du 13 novembre, ne s'exprime pas. Ce matin encore, il a été emmené devant le juge d'instruction. Il n'a pas voulu ouvrir la bouche. Est-ce que votre client parlera? Alors, Abdeslam et Medine-Mouche ont des profils manifestement radicalement différents. J'ai lu dans la bouche des avocats d'Abdeslam des descriptions de leurs clients assez horribles sur le plan intellectuel, sur le plan verbal, la difficulté de communication avec lui. Medine-Mouche, c'est totalement autre chose. Moi, je l'ai eu 1h30 au téléphone vendredi quand j'ai décidé d'accepter sa défense. Je l'ai vu encore 30 minutes avant l'audience avec le juge ce matin, et j'ai été très surpris. C'est quelqu'un d'intelligent, de cultiver, avec un niveau culturel assez élevé par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, et qui est très structuré intellectuellement. Aujourd'hui, il n'a pas parlé sur mes conseils parce qu'on ne connaît pas le dossier. À l'avenir, je ne serais pas étonné qu'il s'intéresse fondamentalement à son dossier, le travaillant avec moi, pour être actif et donner des réponses aux questions qui lui seront posées. Je pense qu'il parlera. Je peux me tromper. Non, je pense que vous avez raison, j'en ai absolument